Il faut avoir vécu cette situation un jour au Cameroun pour mieux la comprendre. Être garde-malade dans nos formations sanitaires n'est pas souvent mieux reluisant qu'être malade parce qu'on finit par le devenir soi-même. Entrer à l'hôpital, bien portant pour soutenir son parent ou sa connaissance, vous finissez par devenir malade parce que les conditions de séjour vous pourrissent le psychique et fatiguent le physique, toute chose qui fait prendre un coup malgré tout le moral qu'on veut garder haut. Assister l'autre, le réconforter, exige bien qu'on soit dans un état de bien-être qui apporterait un plus à celui qui souffre. Sauf que les conditions d'hébergement qu'offrent nos hôpitaux ne garantissent pas toujours cet état normal des choses. Dans ces milieux où on a à peine ou presque pas le minimum vital, où s'installer pour s'étaler, c'est parfois à la belle étoile qu'on trouve un brin d'espace. C'est à se demander comment cela a été pensé chez nous et de quelle façon. Les gardes-malades souffrent le chaud et le froid dans ces aventures qui s'imposent à eux comme un sacrilège parce que justement personne ne souhaite se retrouver là, à l'hôpital, même pas dans ses pires cauchemars. Hélas, la maladie arrive à l'improviste et pour le garde-malade, il n'y a pas de choix, c'est sans pour autant dire que c'est une fatalité. N'y a-t-il pas de meilleur cadre à allouer à ces personnes dont le rôle est plus que réconfortant pour le malade? Ne devrait-on pas mieux penser cette problématique pour une meilleure humanisation de nos formations sanitaires qui font plutôt fuir parce que les risques de l'aventure du garde-malade inquiètent suffisamment? Nous avons dans ce studio pour en parler Madame Félicité Kedi Oyono. Vous êtes la présidente de l'association Kedi Oyono Soutien aux gardes-malades. Qui mieux que vous pour nous parler de cette situation? Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marie-Virginie, merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à tous les auditeurs de la CRTV. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler de cette problématique qui me touche de plein fouet parce que je suis moi-même garde-malade. Certainement qu'on a reconnu cette belle voix. C'est une aînée, une collègue aujourd'hui convertie. Que dites-vous de cette chronique qui vous parle, vous l'avez dit? Déjà, vous parlez des faits de société, ce qui est déjà très très bien. C'est très interpellateur. Le sujet sur le garde-malade est un sujet central parce que nul n'est à l'abri de la maladie. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de rang social. C'est tout le monde qui peut être malade. Et du coup, donc, tout le monde est confronté un jour ou l'autre à ce statut du garde-malade qui est un statut assez pénible, mais qui est un statut qu'on est obligé, en fait, d'endosser. C'est-à-dire qu'on se retrouve, comme vous l'avez dit d'ailleurs à l'entame, là, on se retrouve garde-malade de facto. Parce que votre mari tombe malade, votre enfant tombe malade, vous n'avez pas d'autre choix que de devenir garde-malade. Exactement. Ça, c'est clair. Oui. Sauf que vous n'avez pas été, j'allais dire, préparé à être garde-malade. La maladie est violente, elle arrive, et vous êtes obligé de le devenir de fait et puis de rencontrer donc la réalité sur le terrain dans les hôpitaux. Alors, on vous a choisi à dessein. Vous êtes la présidente d'une association qui soutient ces gardes-malades. Dites-nous comment cela est arrivé. Avez-vous vécu une expérience personnelle? Oui, une expérience très personnelle. Il s'agit de mon conjoint, honorable Oyono Martin, qui a été victime d'un AVC il y a bientôt 7 ans et demi aujourd'hui. Ça a été très violent et bien entendu, ça nous a mis non seulement moi l'épouse, mais également les enfants, la famille proche, en face d'une réalité violente, méconnue, même j'allais dire occultée dans les tabous de notre société, des choses dont on ne parle pas. Par exemple, il n'est pas de bon ton qu'une femme ou alors qu'un homme dise voilà, je me sens pas bien, je suis fatigué d'aller à l'hôpital, je suis fatigué de garder le malade. On a un corps qui lâche parfois. Et vous l'avez encore dit Marie-Virginie, de garde-malade, on passe rapidement à malade. Ça, c'est clair. C'est ça. Et ça fait 2 malades, 2, 3, autant de gardes-malades. Mais s'il n'y avait même que ça, il faut aussi dire que la maladie charrie en fait beaucoup de situations très préoccupantes dans les domiciles. Et j'aime à dire dans le huis clos des domiciles, parce qu'on ne parle pas de tout. Sauf que la maladie, quand elle s'installe dans une famille, elle a forcément des conséquences sur toute la famille. C'est ça. Elle a des conséquences physiques, pécuniaires, des conséquences matérielles, elle a des conséquences juridiques. Et ça, il faut le dire. Il y a des familles qui se séparent, qui sont en conflit terrible à cause de la maladie d'un des leurs. On ne doit pas circonscrire la prise en charge de la maladie à l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a la famille, où il y a le malade qui rentre à la maison. Cette maladie qui vient frapper, elle ne frappe pas que le malade, elle frappe toute la famille. Et ça, c'est un autre volet de la question, mais revenons à l'hôpital. Garde-malade, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu? Vous êtes aujourd'hui présidente, vous écoutez d'autres personnes. Qu'est-ce que ces personnes vous disent concrètement? Qu'elles vivent? Je peux vous dire que depuis que je suis
présidente de cette association et que j'ai touché du doigt en fait cette souffrance du garde-malade, le prisme sous lequel je vois la vie a complètement changé. Il faut dire que les hôpitaux ne sont pas construits sur le modèle où on attend des gardes-malades. C'est ça. Parce qu'on est construit en fait en Afrique sur le modèle occidental où il n'y a pas de garde-malade. À 20h, on vous laisse partir, vous revenez le lendemain matin. Encore à l'heure des visites. Et ça, c'est vers cet hôpital que la santé publique est en train de vouloir aller vers. Sauf que la réalité nous rattrape. C'est-à-dire, à l'hôpital, si vous n'êtes pas là pour contrôler que la perfusion est terminée, que votre malade n'a pas mangé, ou même pour faire sa toilette, etc., c'est le travail des aides-soignants. C'est ça. Et je voudrais d'ailleurs leur dire bonjour à tous les aides-soignants sur l'ensemble du territoire qui sont en train d'écouter. C'est leur boulot. Ils ont été formés pour cela. On ne bouge pas un malade n'importe comment. On ne tourne pas un malade n'importe comment. Je peux vous dire, je suis rentré moi avec les paumes qui étaient gonflées, qui étaient malades moi-même parce que le corps d'un être humain qui a été victime d'un AVC pèse 2 fois plus. Il faut connaître les gestes de premier secours. On n'apprend ça à personne. Donc, beaucoup de souffrance dans les hôpitaux. Certains hôpitaux chassent les gardes malades. Je veux bien qu'on les chasse, mais il faut savoir où est-ce qu'on les met. Vous soulevez en même temps la nécessité de capaciter les gardes-malades, au-delà du cadre de vie que nous dénonçons. Tout à fait, il faut les capacités. Et d'ailleurs, l'association Kedi Oyono, il y a peut-être 2 ans, a fait une formation secourisme pour les gardes malades. Par la grâce de Dieu, le général commandant le corps national des sapeurs-pompiers nous a donné justement le quitus avec une équipe très très percutante. Et nous avons formé comme ça à la caserne des sapeurs-pompiers de Mimboman des gardes malades. En fait, c'est une problématique qui doit lever toute une nation. Parce que la santé d'une nation dépend également de la santé des malades. Je vais vous dire, Marie-Virginie. Allez-y. Quand votre mari est malade, vous devez venir au travail. Vous allez donner vraiment le meilleur de vous-même? Non, du tout. Non, je pense pas. Et je parle des maladies chroniques, c'est-à-dire l'AVC, Alzheimer, Parkinson, c'est violent. Les travailleurs ne peuvent pas donner le meilleur rendu parce qu'ils ont un grand malade à la maison. Ça, c'est clair. C'est exact. Vous avez votre enfant qui est autiste, excusez-moi, mais votre dossier qu'on va vous poser sur la table, il va rester sur la table. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui manque le plus à un garde-malade dans ce milieu? Il manque l'accompagnement, il manque le soutien, il manque l'écoute. L'hébergement, ça va? L'hébergement aussi, bien sûr qu'il manque l'hébergement, mais on va vous dire que le milieu hospitalier n'a pas été fait pour héberger. Oui, mais c'est admis. Saines. Oui, d'accord. Pour protéger, en fait, les familles, il n'est pas de bon ton de laisser dormir le garde malade à l'hôpital. Et puis, il dort comment? Au petit bonheur la chambre. C'est sous les portes cochères, sous les arbres, sous le lit. Et parfois assis sur un banc. Assis, voilà, avec les moustiques qu'on connaît, etc. Ou alors, il dort. Autre chose, Marie-Virginie, il arrive qu'il dort allongé sur le lit à côté. Parce que, pour une raison ou une autre, il n'y a pas de malade à côté. À côté, vous en profitez, vous dormez là. Mais vous ne savez pas qui a été couché là avant vous. C'est même qu'il y a quelqu'un qui venait de décéder là, qu'on n'a pas nettoyé le lit. Et vous venez vous coucher là. Une situation vraiment pas confortable. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis sanitairement, il faut dire, c'est assez dangereux. Alors, vous avez choisi de soutenir les gardes malades. Où en êtes-vous avec ce projet, l'association marche? Déjà, ça me donne l'occasion de lancer un appel. Parce que vous savez, malheureusement, l'être humain en général, quand il ne vit pas quelque chose, il ne comprend pas. Moi, j'ai eu des personnes qui sont arrivées à l'hôpital et qui m'ont appelé à 22h pour me dire, Madame Oyono, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous envoyer ta tante dont tu nous parles là souvent et le matin là? Mais parce qu'ils étaient en situation. Exactement. Il faudrait que les Camerounais apprennent à toucher du doigt les problèmes qui peuvent occulter le développement d'un pays, occulter le changement dans un pays et prendre ces problèmes à bras le corps. Qu'on prenne à bras le corps tous les autres problèmes qui ne soient pas... J'ai rien contre le foot, mais je le dis seulement en passant, vraiment avec un beau sourire d'ailleurs. Parce qu'il vaut mieux, quand on parle du foot, il vaut mieux sourire. C'est ça. Qu'on puisse parler d'autre chose que ça en fait. Et puis qu'on puisse comprendre que le foot c'est bien, d'accord, mais pour jouer au foot, déjà il faut être en bonne santé. Donc il faut que tout le monde soit en bonne santé. C'est ça. Alors l'association rame. Mais alors on rame. Heureusement que nous avons le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé publique, qui soutient très très fortement l'association. Heureusement. Heureusement, nous avons également des directeurs généraux, je vais leur dire merci. Donc nous avons comme ça des directeurs généraux qui ont compris que une fois qu'ils sortent de leur cabinet, de leur bureau feutré et climatisé, ils sont là dehors et la maladie peut les frapper eux aussi à tout instant, ce qu'on ne souhaite pas, mais c'est une réalité. Et quelles sont vos actions envers les gardes malades? Nos actions, nous avons été sur le terrain pendant pratiquement 3 ans, oui, 4 ans même, je vais dire, on est en 2025. On s'est rendu compte que l'une des choses qui est difficile à combattre ici au Cameroun, c'est la mentalité. Donc l'association a eu beaucoup de mal à décoller parce que seule, à part bien entendu les subventions, mais sauf que il faut des gens qui soient à l'hôpital pour l'association. Lorsque vous donnez votre seau, votre matelas, etc. à un garde malade et il part de l'hôpital avec ça, mais je peux vous dire que l'association a perdu énormément de matériel dans les hôpitaux. Mon Dieu. Ben oui. Pourtant, tous les directeurs qui nous ont accueillis ont mis en place un système de contrôle, une stratégie telle que tu ne pouvais pas sortir de l'hôpital avec un bon de sortie
parti si tu n'avais pas déposé les choses que tu avais prises à l'association. Mais sauf que voilà. Donc vous apportez du matériel aux gardes-malades. Aux gardes-malades, j'appelle ça le kit du garde-malade. Des conseils également. Beaucoup de conseils, justement, nous restons sur place. Je peux vous dire qu'on prie même, parce que je crois que ce n'est pas caché, je suis évangéliste par la grâce de Dieu. Donc il m'arrive effectivement d'avoir des femmes, des hommes qui viennent vers moi, me disent c'est très très difficile, comment vous faites, comment est-ce que je peux faire ici? En fait, ils ont besoin d'une écoute. Et c'est pour ça que je parle. Où sont les psychologues? Mais où sont les pasteurs? Où sont les prêtres? On en a besoin dans les hôpitaux. En tout cas, vous avez l'occasion de les interpeller. On va sortir par là un message à l'endroit des gardes-malades et à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent en ce moment. Alors, à l'endroit de tous ceux qui m'écoutent, déjà, ceux qui veulent soutenir l'association sont les bienvenus. Parce que c'est une problématique interpellative qui touche tout le monde. Nous sommes en train de vouloir bâtir les refuges de garde-malades. Dans les endroits, en fait, où le garde-malade et le personnel médical pourront enfin se rencontrer. Parce que les familles n'ont pas le temps de discuter avec les médecins. Ils sont occupés. Ce sera dans des endroits où on pourra faire des masterclass, on pourra faire des conférences, où on pourra avoir des thèmes différents. On va parler de l'hypertension ce mercredi. Mercredi d'après, on va parler de l'AVC et des signes avant-coureurs, etc. Donc, dans le refuge du garde-malade, c'est donc ce refuge que nous appelons de tout notre dans les formations hospitalières de l'ensemble du territoire national. J'appelle comme ça donc les élites parce que nous avons choisi maintenant de faire par département. Nous allons aller département par département. On va aller dans le MBAM. Oui, on va aller dans le MBAM. Ne me regardez pas en souriant. Non, on ne vous en veut pas pour ça, c'est normal. Voilà. Oui. Et les élites du MBAM devront se lever et puis construire donc le refuge du garde-malade dans les hôpitaux. L'hôpital à Bafia, l'hôpital à Ombessa. Et puis, on a parlé de l'histoire du Cameroun qu'on ne connaît pas, Marie-Virginie. Si moi je vais dans votre village et que je baptise le refuge du garde-malade du nom de votre arrière-grand-père qui a fait quelque chose dans ce village, vous allez vous lever. Parce qu'il y aura la fibre patriotique qui sera levée. C'est sûr. Donc c'est de ce côté-là que nous sommes maintenant. Nous allons faire en sorte que tous les Camerounais ensemble bâtissent donc dans les hôpitaux maintenant le refuge du garde-malade et que dans ces refuges-là, on puisse apprendre également l'histoire du Cameroun. Pourquoi pas? Voilà qui est dit, vivement que Dieu pourvoie pour que tout cela se fasse. Madame Félicité Kedi Oyono, vous êtes la présidente de l'association Kedi Oyono Soutien aux gardes-malades. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi.